Bonjour à tous, Bonjour. Salagir, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour, je m'appelle Salagir, c'est mon pseudonyme sur Internet. J'ai à peu près 40 ans et ma passion dans la vie, c'est la création de BD, d'écrits, de livres, de sites web, tout ce qui peut permettre de montrer une histoire et des personnages. Ça fait depuis pratiquement le début d'Internet que je fais des sites web. Dans la vie, je suis ingénieur, informaticien. Je fais donc les week-ends et le soir des BD et des mangas sur des sites web gratuitement. Et toi, Ouv, présente-toi. Eh bien, je suis dessinateur de BD depuis 7 ans et je suis membre de l'équipe de DBM depuis 10 ans. Alors, une question pour toi, Salagir. Qu'est-ce que Dragon Ball? Alors, Dragon Ball, c'est un manga qui est paru de 84 à 94 et un dessin animé qui a suivi peu après, qui a eu un très très grand succès, qui est passé au Club Dorothée en France et qui est aujourd'hui, je crois, c'est le manga qui a eu le plus de succès de tous les temps, jusqu'à ce qu'il soit dépassé par One Piece. C'est donc une œuvre colossale et qui a eu beaucoup d'impact sur les Français de notre génération, qui l'ont beaucoup regardé au Club Dorothée. Et c'est ce qu'on appelle un shonen manga, c'est-à-dire c'est en grande partie des personnages qui deviennent de plus en plus puissants, qui deviennent de plus en plus forts et qui combattent le mal pour sauver l'univers. Exactement, et c'est fun. Salagir, comment t'es venue l'idée d'écrire Dragon Ball Multiverse? En fait, comme je passais beaucoup de temps sur Internet, depuis des dizaines d'années, je lis des forums de discussion sur divers sujets, et dans les forums Dragon Ball Z, s'il y avait bien un sujet qui revenait tout le temps, c'était de se demander comment des personnages qui ne se sont pas rencontrés dans la série, ce qui se passerait s'ils se rencontraient et s'ils se battaient, puisque donc il y avait beaucoup de débats sur les niveaux de puissance des personnages et sur quel personnage était plus fort que tel autre personnage. Et je me suis dit que si un jour je devais faire une bande dessinée sur Dragon Ball, d'abord je la ferais avec un dessinateur, parce que je dessine pas assez bien pour le faire. Et ensuite, ce serait l'histoire de personnages qui ne se sont pas rencontrés, qui s'affronteraient, afin qu'on puisse profiter de tout ce que nous avions débattu sur Internet. Et comment as-tu trouvé un dessinateur? Alors, comme je faisais tout sur Internet, au moment où je voulais faire une collaboration, j'ai mis à profit en fait ce que j'avais déjà fait avant. C'est-à-dire que j'avais fait pas mal de sites web, donc je pouvais montrer à toute personne que j'étais capable de faire un site web dans lequel je pourrais héberger un webcomic sans aucune difficulté. J'avais déjà fait la BD Geeks World depuis plusieurs années, donc je pouvais montrer que je savais scénariser et que je tenais longtemps, que c'était pas un projet que j'allais ouvrir et puis arrêter sur un coup de tête un mois et demi après, ce qui arrive souvent en fait quand les gens ils sont motivés que pour quelque chose, ils ne le sont pas si longtemps. Et donc j'ai contacté plusieurs dessinateurs qui avaient eux-mêmes déjà montré qu'ils savaient dessiner des BD Dragon Ball Z sur plusieurs pages. Et je leur disais, si jamais un jour t'intéressais pour un grand projet, n'hésite pas. Et ça, c'est ça l'avantage, c'est que en voyant ce que l'autre a fait sur Internet, on peut savoir à qui on va avoir affaire. Son sérieux, mais aussi tout simplement si c'est une personne qui va vous correspondre. C'est pas forcément on n'a pas forcément les mêmes styles et les mêmes envies, les mêmes idées. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à montrer ce que l'on fait sur Internet. Quelque chose que je peux vous assurer, on ne vous volera pas vos idées. Exactement. Après, donc moi je dessine sur Internet à partir de mon ordinateur, mais de manière générale, du dessin on peut le faire sur papier, on peut aussi le faire en digital sur ordinateur. Donc Ouv, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre le manuel et le digital, quel programme de dessin utiliser et quels sont les avantages à utiliser l'un ou l'autre? Mhm.
Alors, la beauté de la bande dessinée, c'est qu'on a besoin que d'une feuille de papier et d'un crayon pour réaliser une œuvre. Et ça, c'est génial. Donc, l'absence de moyens financiers, ce n'est pas rédhibitoire. Ceci dit, on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, la très grande majorité des professionnels passent par le digital, ce qui permet de produire davantage et mieux dans un même laps de temps. Les logiciels qui sont principalement utilisés sont Photoshop et Eclipse Studio Paint. Agir, est-ce que tu veux bien nous montrer les étapes d'une création, les étapes de création d'une page de DVM, s'il te plaît? Très bien. Alors, hop. Ceci est un spoiler. Alors, au départ, il y a un script. Il y a un script texte qui est écrit par moi dans lequel on raconte ce qui va se passer. Ça, c'est un exemple qui montre une seule page. La page, elle est découpée en cases. Euh, je- le scénariste n'est pas obligé de faire le découpage en cases ou la mise en page. Le dessinateur peut le faire. Tout dépend de la façon dont ils collaborent ensemble. Dans mon cas, moi, j'ai vraiment besoin de savoir si la case, elle va être grande ou petite. Selon le cas, il va y avoir une action différente ou un dialogue différent. Le début et la fin d'une page sont importants, ils donnent un dynamisme dans la façon de placer les cases, et particulièrement pour notre BD qui sort page par page, je trouve ça utile d'avoir une espèce de petite surprise à la fin de la page. Ça, c'est quelque chose qui nous vient de la publication des BD franco-belges au rythme d'une page par semaine, ou de plusieurs pages par semaine, où ils ont envie de forcer le lecteur à tourner la page pour savoir la suite. Donc du coup, définir moi-même les cases, c'est ce que je fais. Les numéros que vous voyez en jaune, ce sont des numéros qui définissent l'emplacement d'une case. Donc on voit la première par exemple, la description elle est très simple, c'est juste Goku 2 points. C'est donc Goku qui parle. J'ai rien dit de plus, pourquoi? Parce que comme j'ai bien l'habitude de travailler avec Asura, je sais qu'en lui donnant une case verticale comme ça, un 4 ça veut dire que c'est une case verticale, et juste Goku qui parle, il va comprendre qu'il le faut de tête en pied, puisqu'il y a tout plein de place, et que c'est seulement lui qui sera visible. Du coup, juste le dialogue que j'ai mis en bleu. À la page suivante, là j'ai déjà un peu plus donné de détails, il s'agit d'un personnage du public, je donne le niveau de zoom, souvent je dis de près, de loin, vue large ou pas large. Et vous voyez par la suite, etc., on donne de plus en plus de détails selon les cas. La page, la 7-8 que vous voyez ici, en donne déjà beaucoup plus parce que là, il faut aller expliquer un petit peu ce qu'il y a. Ce qui nous donne un brouillon de Asura. Donc là, vous voyez, alors, question brouillon, on est déjà quand même sur un sacré niveau de qualité et de travail fini. Donc on peut, entre dessinateurs et scénaristes, s'échanger un brouillon de qualité bien moindre. Le principal étant de donner le ressenti général. Les cases que j'ai demandées, donc vous voyez le 1-4 elle est très verticale, est-ce que ça rend bien? Parce que même si on a une bonne imagination visuelle, on peut être surpris. Donc là, on voit les personnages qu'il a placés, on voit si on s'est bien compris, et puis le dessinateur peut proposer des changements. En l'occurrence, le personnage en haut à droite, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas l'utiliser parce que j'avais dit un spectateur au hasard, mais dans la page suivante, ce personnage-là, je l'utilise. Du coup, on ne peut pas l'utiliser comme spectateur au hasard dans la case précédente. Tout en bas à gauche, comme les personnages se faisaient huer, Asura proposait peut-être de faire un lancer de tomates. Donc c'est l'ajout qu'il y a en rouge ici. Et souvent, quand il propose un changement, je suis pour. Mais là, en l'occurrence, j'ai fait non, la scène est suffisante et en fait, ça en ferait trop. Donc, on l'a pas fait. À partir de ces retours-là, il fait une version finale, que voici. J'ai enlevé les textes pour pas vous déconcentrer. Donc, vous voyez le personnage en haut à droite est changé. Et tout est précis, tout est ancré. Donc là, il reste encore un petit peu de crayonné derrière, si je puis dire, puisque ce sont des calques Photoshop. Et tout le monde n'est pas dessiné. Vous voyez, dans le public, il reste encore quelques vides. Et les bulles ne sont pas terminées. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que nous avons la chance de travailler avec un assistant, Vegito. Et c'est Vegito qui termine la page. Ce qui donne le résultat suivant. Là, vous voyez, les bulles sont bien déterminées. Il a ajouté quelques personnages dans le public. Et dans d'autres scènes d'action, il va aussi ajouter des sons, des bruits, des traits de vitesse, des morceaux de décor, tout ce dont on a besoin pour être efficace pendant que Asura travaille sur la page suivante. Alors en plus de cela, donc, quand je reçois cette page-là,
Sur Photoshop, on a les calques suivants. Alors vous voyez, tout en haut, il y a les textes, et puis après, les différentes parties des dessins sont regardées sur divers calques, les bulles, les personnages devant, derrière, entre les deux. Et moi, ce que je fais, c'est que ce Photoshop, je le transforme en un autre fichier avec ces calques-là. Donc j'ai tout aplati dans l'arrière-plan, sauf les bulles, parce que c'est sympa de pouvoir les changer après coup. Et dupliquer les calques de langue, parce que DB Multiverse est un site qui contient beaucoup de langues, et grâce à ça, on a un public plus large, et donc du coup, on exporte les pages dans toutes ces langues-là. Eh ben, c'est vraiment toujours fun à voir, même quand on connaît les coulisses. Prochaine question. Pourquoi choisir la diffusion sous forme de webcomics? Alors, un webcomic, c'est parce que moi, à la base, je suis webmaster. Mon travail, c'est de faire des sites web et c'est aussi ma passion, en plus du dessin et de la BD. Donc, j'ai créé ça sur une BD en ligne. Comme j'ai un travail et que du coup, faire de la BD, ça reste mon hobby, j'ai pas voulu chercher un éditeur, surtout sur un sujet comme Dragon Ball Multiverse, mais ça pourrait aussi dire pour mes autres BD. L'avantage de faire quelque chose sous forme de hobby, c'est qu'on peut faire n'importe quoi, ça peut être nul, ça peut être raté, ça ne nous dérange pas, c'est un hobby. Et du coup, quand on veut faire une BD en ligne, c'est tout de suite quelque chose de très différent que de chercher un éditeur. On se retrouve tout seul sur Internet et on veut essayer d'avoir du public. Donc je vous propose de vous montrer une petite présentation rapide. On va pas faire tous les détails de cette présentation, mais comment vous faites pour faire une BD en ligne, soit tout seul, soit avec plusieurs. Donc je vais vous commencer par vous parler de collaboration. Alors, en l'occurrence, très très vite, j'ai collaboré avec des dessinateurs bien meilleurs que moi, afin d'avoir une BD de plus grande qualité, de me concentrer sur l'écriture et gérer le site web et plein d'autres choses. Donc, pour cas de Dragon Ball Multiverse, il faut savoir que le dessinateur et moi, on avait déjà fait 100 pages ensemble qu'on ne s'était toujours pas rencontrés en vrai. En fait, on s'était parlé par téléphone. Bon, c'est vieux, hein, on n'avait même pas de visioconférence, la plupart des gens n'avaient pas de webcam. Ni moi, ni le dessinateur, ni la coloriste, Faye, ne nous sommes rencontrés en vrai, sauf 100 pages plus tard, à peu près, à l'occasion d'une première convention, où on est venu ensemble voir Dragon Ball Multiverse, avoir un petit stand Dragon Ball Multiverse. Donc vous voyez, le fait d'être très distant n'empêche rien. À l'heure actuelle, Salagir et moi n'habitons pas dans le même pays, hein. Donc, ça ne nous empêche pas de collaborer tous les jours de l'année. Donc pour collaborer, utilisez les outils Internet. Il y en a de plus en plus, c'est vraiment puissant. Là, vous voyez, cette présentation a été faite pour 2010 et en 2020, c'est encore plus puissant. Un exemple très simple, c'est Google Doc. Avec ça, vous écrivez des scripts, vous partagez des scripts, vous mettez des images dans le script et vous pouvez utiliser l'outil suggestion que vous voyez ici en bas à droite qui permet très facilement de valider un changement ou pas. Si jamais vous êtes plus visuel, vous pouvez vous faire des appels, des visios, vous partagez votre écran, vous dessinez sur l'écran en même temps que vous parlez, c'est très efficace. Il n'y a pas besoin de se dire alors t'es libre quand? Samedi, je viens de voir, non, samedi je peux pas, ah bon, bah alors la semaine prochaine, soyez efficace. Vous pouvez vous faire des appels à tout moment et utiliser des dossiers partagés dans lesquels dès que quelqu'un fait une modification, tous les autres le voient. C'est grâce à la puissance d'Internet que, par exemple, on a pu traduire nos BD dans plein de langues. N'oublions pas que la francophonie, bah, c'est quand même beaucoup moins grand que le reste de l'univers. Les anglophones, non seulement ça fait des grands pays, mais en plus, même les gens français peuvent lire l'anglais en manière générale. Donc, si vous voulez avoir un succès international, il va falloir des traductions. Voici un effet d'utilisation de traduction directement sur Internet, et ça nous donne ce genre de choses, dans toutes les langues. Même les langues qui se lisent de droite à gauche comme l'arabe, comme vous voyez, peuvent très bien s'afficher à partir du moment où vous faites un bon site. Là ici on revoit les étapes que je vous avais montrées tout à l'heure, mais vous voyez du coup l'un après l'autre.
Donc vous voyez, les cases sont disponibles en numéro et ça permet de définir comment est-ce qu'on va placer très efficacement. Si vous êtes visuel, c'est pas grave, vous faites vite fait sous Photoshop des petits bâtons, des personnages bâtons et ça marche tout aussi bien. Si vous faites une BD en ligne, il va falloir changer pas mal de choses sur ce que vous faites, ce que vous pensez être la méthode de succès d'un dessinateur de BD. Un dessinateur de BD qui va voir un éditeur et qui dessine une BD, ça n'a rien à voir avec une BD en ligne. La BD en ligne, il faut travailler pour attraper un public, puisqu'il n'y aura pas d'éditeur qui va le faire pour vous, et garder ce public. Donc déjà, je vous conseille d'y connaître un petit peu Internet, de savoir un petit peu ce que c'est qu'un format de fichier, un export, de trouver un bon hébergeur, de savoir ce que vous faites, de prendre un domaine en .com dans lequel vous allez mettre votre BD. Parce que si vous faites une page Facebook, par exemple, bah, c'est bien beau, mais si un jour Facebook il ferme votre page, vous perdez tout votre public. Donc, soyez présent sur les réseaux sociaux, racontez votre vie, postez très souvent dès que vous avez fini une page, dès que vous avez un brouillon, dès que vous avez dessiné un personnage rigolo, n'hésitez pas à en parler, ça ramène du public. Si vous êtes votre propre éditeur, il va falloir vendre vos BD et des produits dérivés. Ça fait très américain, mais c'est comme ça que ça marche. Vous regarderez tous les gens qui ont très bien marché, ils ont des produits dérivés. Même ceux qui marcheraient très bien grâce avec Tipeee, ils ont aussi des produits dérivés. Et de toute façon, vos lecteurs en veulent. Pour vous donner un exemple de site, alors c'est un site américain, mais ça c'est une BD en ligne. Ça se voit pas tout de suite parce qu'il y a des pubs en haut, en bas à gauche, et vous devez cliquer sur Latest Comic pour lire la BD elle-même. Mais pourtant, et une publicité pour ce qu'ils éditent. Et ensuite, l'auteur qui raconte où est-ce qu'on va le retrouver. Prochaine convention, prochaine rencontre. Donc c'est vraiment travailler avec son public. Et ceux qui marchent le font, ils passent beaucoup de temps là-dessus. Le plus grand succès Internet aujourd'hui francophone, c'est Maliki. Maliki, c'est Maliki pour le dessin et le scénario, et Bucky pour les produits dérivés, les publicités, les rencontres, les organisations, les impressions. C'est un gros travail. Et il faut que vous en soyez conscient. Penny Arcade, qui est un comic strip américain à grand succès, avait fait une émission pour parler de comment gérer ta BD en ligne. Et ils ne parlaient pas de BD en ligne. Ils ont parlé de comment faire des logos, comment répondre à des interviews, comment faire des commissions, comment installer une convention, comment signer des produits de manière efficace. Parce que si vous faites un Tipeee ou un Kickstarter et que vous allez demander et que vous allez avoir des gens qui commandent un album signé et que vous en vendez 200, ça va vous faire mal à la main. Et enfin, peut-être le plus important de tous, apprendre à lire un contrat. Que ce soit un contrat avec un éditeur ou un contrat avec une personne qui va vous vendre des produits dérivés ou quoi que ce soit, il est très important de lire le contrat en détail et de le faire lire par une personne de loi qui va pouvoir vous aider. Voilà pour les webcomics. C'est un pan assez différent, mais j'espère que ça vous aura été utile d'en savoir un petit peu plus sur ça. Alors, Salagir, est-ce qu'on peut rapidement parler de savoir si DBM a du succès? Alors DBM a énormément de succès. Ça fait plusieurs années qu'il a un demi-million de lecteurs par mois, ce qui pour une BD en ligne est absolument dément. Alors pourquoi? Bah parce que c'est un site qui existe déjà depuis très longtemps. Ça fait 12 ans que la BD continue à être publiée régulièrement. Il y a toujours eu minimum 2 pages par semaine et ça fait plusieurs années qu'on a 3 pages par semaine sans coup faillir. On a eu l'avantage de renouveler du Dragon Ball à une époque où il n'y avait pas de Dragon Ball officiel, à part un ou deux jeux vidéo qui se couraient après. Dragon Ball c'était fini. Aujourd'hui il y a Dragon Ball Super et plein de relances, mais à l'époque il n'y en avait pas du tout. Et donc pour tous les Français nostalgiques de notre genre et les autres gens du monde entier nostalgiques de notre genre, c'était énorme parce qu'il n'y avait pas d'autres BD en ligne sur Dragon Ball disponibles dans plusieurs langues et de qualité. La plupart des BD, ils arrêtaient après 10 pages parce que les gens ont autre chose à faire. Et les BD de qualité qui existaient, il y en avait plein, mais elles étaient au Japon, en japonais, et pas sur Internet.
Du coup, on a vraiment été un peu les seuls et ça a attiré beaucoup le succès. Le fait que je sois webmaster a permis aussi de faire un site très optimisé. Ça m'a permis de faire un site dans plusieurs langues efficacement, d'avoir une communauté avec des commentaires. Et ça, bah, tout ça, ça a beaucoup aidé. Du coup, malgré que ce soit un succès gigantesque, il faut se rappeler que nous travaillons sur une BD qui existe. Nous ne sommes pas les ayants droit. Nous n'avons littéralement pas le droit de faire ce que nous faisons. C'est toléré par les ayants droit parce que nous sommes strictement sans no profit. On fait ça à but non lucratif. On fait ça sur notre temps libre. Donc moi, de toute façon, je travaille dans la journée, mais même les dessinateurs professionnels qui font partie de notre équipe, comme Ouve, quand ils font ça, c'est sur leur temps libre. Assura fait ça sur son temps libre. Ça lui prend des heures et des heures par semaine, des dizaines d'heures par semaine. Mais c'est la passion qui nous guide. Et il faut que ce soit important là-dessus, parce que la tolérance des ayants droit va jusqu'à un certain point. C'est pour ça que faire de la fanfiction et du fan manga, c'est très bien pour se faire la main, c'est très sympathique pour attirer des lecteurs et pour avoir du clic facile, hein, c'est une réalité. Mais attention, c'est pas votre moyen d'en vivre. Ah d'ailleurs, moi, je fais ça comme hobby le week-end, mais quelle est la réalité du métier de dessinateur pour un dessinateur professionnel, Ouve? Alors, très souvent, les gens pensent que quand on est dessinateur de BD, on ne fait que dessiner de la BD, mais comme tu l'as évoqué un peu plus dans les réponses précédentes, c'est aussi être un auto-entrepreneur et devoir s'occuper de choses qui ne sont pas que le dessin. Le deuxième aspect, c'est un métier solitaire. On dessine des choses incroyables, on communique avec des gens fantastiques tout autour de la planète, mais on le fait toujours depuis devant son écran d'ordinateur ou devant sa table de dessin. Enfin, la troisième chose, c'est que on n'est jamais au niveau pro quand on sort des études de BD. Il faut ensuite des années pour atteindre un niveau et que ça devienne une source de revenus. C'est pas une légende de devoir dire qu'il faut d'abord chercher un métier normal et se perfectionner à côté jusqu'à ce qu'on arrive à un âge et à un niveau qui fait qu'on peut à ce moment-là demander de l'argent contre ses dessins. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de payer d'études de BD pour apprendre la réalité du métier. Il y a sur Internet des milliers, voire des millions de tutoriels, souvent faits par des professionnels qui partagent gratuitement toutes les ficelles pour devenir un meilleur artiste. Ensuite, c'est une question de pratique sur le moyen et long terme. Si vous décidez de devenir dessinateur, il faudra vous rappeler que ce sera votre travail, vous serez dessinateur à plein temps, vous dessinerez 8 heures par jour. Vous allez sûrement vendre des dessins pour de la publicité, des illustrations, des choses pas forcément très fun. On pense souvent que artiste c'est la liberté, mais c'est surtout beaucoup de travail. Donc, vivons de notre passion, aucun souci, mais n'oublions pas la réalité des choses. Exactement. Avant de passer aux questions des élèves, je propose de regarder rapidement Azura, le dessinateur de Dragon Ball Multiverse, œuvrer à la création d'une page et d'une illustration.